d'être présent et présente aujourd'hui pour ce séminaire. À savoir que le titre du séminaire est le titre que j'ai donné à mon mémoire, euh, qui a, dont la soumission a terminé, voilà, 6 mois de stage réalisé à Lumière Innovation, comme Rosanne l'a dit. Donc la présentation va suivre le plan suivant. Si PowerPoint veut bien me laisser présenter. J'arrive pas à passer les slides. Ah si, c'est bon. Donc, le plan est le suivant. Donc, je vais commencer par donner le contexte de l'étude. On poursuivra sur la définition de notre objet d'étude, qui est donc l'action collective en gestion de bioagresseurs. On poursuivra sur la méthode utilisée pour répondre à notre question de recherche, les résultats obtenus, et on terminera sur des points de discussion. Cette présentation durera environ une vingtaine de minutes et sera poursuivie par un temps d'échange. Donc, je vous propose de garder vos questions pour ce moment d'échange, si cela vous dit. Donc, en ce qui concerne le contexte de l'étude, elle a démarré selon ce grand postulat de départ, qui est que l'action collective est un concept pertinent à mobiliser pour étudier la gestion des bioagresseurs. À savoir que l'action collective est un concept d'ordinaire utilisé plutôt en sciences sociales, en sciences de gestion par exemple, ou encore en sociologie, alors que la gestion des bioagresseurs est plutôt étudiée par l'agronomie. Ce postulat ne vient pas de nulle part, je ne l'ai pas inventé. On le retrouve dans la littérature scientifique depuis une petite vingtaine d'années, où des chercheurs, notamment américains, défendent le fait que l'introduction de collectifs dans la gestion de bioagresseurs peut être pertinent d'un point de vue agronomique. Ce postulat a été repris dans la thèse d'Emma Crouzet pour la conception de systèmes viticoles économes en pesticides. Et dans le cadre de cette thèse, un besoin a été identifié de relever des cas d'études en France métropolitaine, d'où la proposition de stage à laquelle j'ai répondu. Donc des intérêts scientifiques se sont joints à des intérêts opérationnels, et avec Servan et Emma, nous avons construit une question de recherche qui est la suivante. Quelles sont les actions collectives de gestion de bioagresseurs existantes en France métropolitaine et que pouvons-nous apprendre de leur diversité? Et on a introduit cette notion de diversité car on a posé l'hypothèse qu'une diversité d'actions collectives pouvait inspirer la conception d'actions collectives en viticulture. Définissons à présent l'objet de notre étude. Donc, qu'est-ce qu'une action collective de gestion des bioagresseurs? Nous l'avons définie comme telle. Une action collective de gestion des bioagresseurs est toute action mobilisant plusieurs agents permettant, par la convergence d'intérêts plus ou moins partagés, la gestion d'un ou de plusieurs bioagresseurs. Donc, cette définition a été posée suite à un travail collectif avec mes encadrantes et également Mourad Anachi, chercheur en sciences de gestion, sur base de plusieurs corpus disciplinaires, une littérature sur l'action collective d'abord, qui est globalement définie comme un groupe de personnes agissant ensemble dans un but commun, et grâce aux notions d'agronomie, où la gestion des bioagresseurs est entendue comme l'ensemble des pratiques agronomiques mobilisées de manière différée dans l'espace et dans le temps, visant à limiter les dégâts quantitatifs et qualitatifs d'un ou de plusieurs bioagresseurs sur le rendement agricole. À savoir qu'ici, quand on parle de bioagresseurs, on entend non seulement les adventices, plus communément appelés les mosaires, les agents pathogènes, responsables de maladies sur les cultures, donc les virus, les bactéries ou encore les champignons, et les autres ravageurs, comprenant les insectes et autres petits animaux. Quelques exemples d'actions collectives. On a par exemple les GEDON, qui sont des groupes qui vont mener des activités d'épidémiosurveillance. Donc, c'est-à-dire qu'on va suivre ensemble la pression d'une maladie, d'un ravageur vecteur de la maladie. Et dans le cas des GEDON en viticulture, on va suivre la pression du phytoplasme responsable de la flavescence dorée, une maladie de la vigne. On retrouve comme action collective de gestion de biogasseurs également des groupes qui vont expérimenter pour changer la gestion de certains biogasseurs. On retrouve par exemple des groupes d'agriculteurs accompagnés dans le cadre des groupes défis fermes qui, par exemple, en viticulture, vont être amenés à travailler sur Plasmopora viticola, donc le champignon responsable du mildiou de la vigne, ou encore Erysis necator, responsable de la maladie de l'oïdium.
On retrouve enfin des exemples d'actions collectives qui vont avoir un impact sur la gestion de biogasseurs de manière un peu plus indirecte, notamment via des mécanismes de rémunération pour la mise en place de pratiques. Euh, et un exemple de ce mécanisme sont les paiements pour services environnementaux, les PSE, qui vont par exemple définir comme indicateur de rémunération la diminution de l'application de certains produits et donc amener les agriculteurs à changer leur gestion de biogasseurs suivant la réduction d'utilisation de certaines molécules. Après ça, qu'on a le contexte, parlons de la méthode utilisée pour répondre à notre question. Donc, comment identifier et analyser les actions collectives? Nous avons adapté la méthode de la traque à l'innovation proposée par Salambier et al. En 2021 dans le papier dont vous avez le titre à l'écran. Nous avons réalisé 4 des 5 étapes proposées que je vais vous présenter à présent. La première étape était celle de la définition d'un projet de traque. Donc nous avons défini l'objet qui nous intéressait, c'est-à-dire des actions collectives de gestion de biogasseurs. Nous l'évoluons dans un contexte particulier qui est celui de la réduction de l'usage de produits phytosanitaires. Nous voulions que ces actions collectives aient un caractère de diversité et non pas forcément un caractère innovant comme proposé au départ par la méthode de Salambier et al. Nous voulions que les actions collectives se retrouvent dans des systèmes de production en viticulture, mais pas uniquement, car nous avons posé l'hypothèse que s'inspirer d'actions collectives d'autres systèmes de production pouvait être bénéfique pour la co-conception en viticulture, suivant un gradient d'analogie probable et possible entre les différents systèmes de production. Donc nous voulions des actions collectives en viticulture, mais nous en voulions aussi un peu en arboriculture, d'autres également d'autres types de production végétale, un peu moins en arboriculture, et même mécanisme pour la production animale. Nous en voulons quelques-unes, mais un peu moins que celle en production végétale et un peu moins qu'en arboriculture. La deuxième étape de la traque a été celle de l'identification. Donc, comment avons-nous fait pour trouver ces actions collectives? Donc, nous avons mené des entretiens auprès d'experts, notamment de chercheurs INRAE pour la majorité. Nous avons également utilisé un sondage en ligne pour demander à certains acteurs s'ils connaissaient des actions collectives euh, et autres petites méthodes. Concernant le sondage en ligne, nous l'avons ciblé sur les cultures pérennes. Voilà, car l'arboriculture était voilà, dans notre gradient le deuxième système de production visé. Nous avons réalisé une diffusion massive, donc nous avons envoyé environ 500 mails à différents acteurs et organisations, et nous avons également demandé à ces acteurs, pour certains, de diffuser le questionnaire. Et ces diffusions étaient ciblées dans le sens où ces acteurs n'ont pas été choisis au hasard. Nous avons pris les conseillers viticoles et arboricoles de chambres d'agriculture, de CIVAM, des experts dans des interprofessions. Voilà, donc les acteurs n'ont pas été choisis au hasard. Au final, nous avons pu identifier 238 actions collectives, dont 103 ont été identifiées via le sondage en ligne. La troisième étape de la traque était celle de la familiarisation. Donc, nous avons récolté des données sur les actions collectives identifiées. Premièrement, la méthode était mixte à nouveau, et la première méthode était celle d'utiliser en fait les données du sondage, car non seulement nous avons pu récupérer le nom des initiatives, mais d'autres données comme le type de production, les biogasseurs visés, les actions mises en place, et ça nous a permis de nous familiariser avec ces 103 actions collectives en culture pérenne. Nous avons en plus réalisé 24 entretiens semi-directifs qui nous ont permis d'explorer une trentaine d'actions collectives différentes et autres petites méthodes. Finalement, la dernière étape fut celle de l'analyse, qui nous a permis d'explorer différents critères de diversité des actions collectives. Et nous l'avons réalisé avec une approche quanti-qualitative et inductive. Donc, c'est-à-dire que nous n'avions pas les critères au départ, mais qu'ils ont été révélés au fur et à mesure et choisis pour illustrer la diversité selon notre compréhension de cette diversité des actions collectives. Donc, vous avez à l'écran les différents critères retenus et chacun correspond à des analyses particulières et également un corpus de données différents. Donc, pour les types de production et les biogasseurs, nous avons basé nos analyses sur toutes les actions collectives identifiées. Pour les objectifs, les leviers agronomiques des actions collectives
utiliser les orientations collectives prises par les collectifs et les types de collectifs de gestion identifiés, nous avons réalisé ces analyses sur le corpus des 103 actions collectives récoltées par le sondage. Et pour les deux derniers critères, donc quels sont les critères d'évaluation des acteurs sur leurs actions collectives et quels sont les freins et moteurs de ces actions collectives, nous avons pu les identifier grâce aux entretiens. Les résultats à présent. Donc, oui, les résultats vont vous être présentés aujourd'hui. Je ne vais pas les lister maintenant, mais nous allons les reprendre un par un. Le premier résultat est qu'il existe différents collectifs de gestion. Quand je dis collectif de gestion, j'entends un ensemble d'acteurs impliqués dans l'action collective pour la gestion du ou des biogasseurs visés. Nous avons identifié 6 types de collectifs différents qui ont chacun leurs particularités et engagent des acteurs différents. Le premier engage un duo agriculteurs et organismes d'accompagnement. Quand on dit organismes d'accompagnement, on sous-entend les acteurs de l'accompagnement comme les conseillers des chambres d'agriculture, des conseillers indépendants, etc. Le deuxième type de collectif représente des actions où une administration publique est investie. Le troisième type reprend des actions où on observe un duo agriculteur et acteurs de filière. Donc on entend par là des coopératives agricoles ou encore des interprofessions. Le quatrième type reprend des actions de recherche académique avec des acteurs de recherche, donc, mais sans forcément sans forcément impliquer l'implication d'acteurs de terrain. Le cinquième type reprend ces actions de recherche, mais avec des des acteurs de terrain, donc des agriculteurs et des acteurs de filière, par exemple. Et le sixième type est un type de collectif qui n'engage que des agriculteurs. Il y en a très peu, mais nous avons décidé qu'il était intéressant de l'identifier comme un type à part entière. Le deuxième résultat a été révélé grâce aux entretiens et a souligné l'importance des acteurs de l'accompagnement pour le changement de pratique dans les actions collectives. Donc, ces acteurs sont des animateurs de groupe, des techniciens, des personnes qui adoptent les deux casquettes de manière officielle ou officieuse, et autres types de métiers, on va dire, comme des assistants administratifs. L'importance de ces acteurs est révélée par les compétences qu'elles apportent au collectif et qui sont difficilement mobilisables par les agriculteurs investis dans ces actions pour diverses raisons. Donc, ces personnes apportent un lien avec la R&D. Elle permet de répondre à des questions agronomiques des agriculteurs grâce à un travail bibliographique, en proposant des formations, en réalisant les protocoles d'expérimentation. Elle permet d'organiser la circulation des connaissances générées au sein des actions collectives, donc en organisant des rencontres régulières, en organisant la diffusion de connaissances par mail, par groupe WhatsApp, etc. Elle permet également une autonomisation dans la prise de décision d'agriculteurs qui ne sont pas rassurés dans leur changement de pratique. Elle permet d'établir également un calendrier pour l'action collective, donc de rythmer l'action collective au fur et à mesure du temps. Et ces compétences permettent également de soulager les agriculteurs au quotidien en apportant un soutien psychologique en cas de coup dur ou grâce à toutes leurs actions administratives. Et finalement, ces compétences permettent de faciliter l'accès à des ressources financières qui peuvent s'avérer importantes et très utiles pour les actions collectives en répondant à des appels à projets, par exemple. Finalement, ces acteurs peuvent mener un accompagnement collectif et ou individuel. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une part d'accompagnement qui va être le même pour tous les agriculteurs concernés, ou alors cet accompagnement pourra être individuel, mais permis par une forme de collectif. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'offrir le conseil voilà, d'un expert, mais cet expert va pouvoir nous apporter un conseil individuel et spécifique aux situations de chaque ferme, chaque agroécosystème. Le troisième résultat est que les collectifs de gestion agissent sur une diversité de bioréacteurs en termes de nombre d'espèces visées et de motivation à les choisir. Rapidement, certaines actions collectives visent une seule espèce de bioréacteur. Parmi les initiatives de sondage, donc non, pardon, c'est toutes les initiatives, 20% ont choisi de s'attaquer entre guillemets à une seule espèce de bioréacteur. Les autres en ont une ou plus. Les motivations des actions collectives sont différentes dans le choix des bioagresseurs visés,
Donc ça peut être pour des raisons de pression forte du bioasseur, de pression émergente, donc une pression croissante, donc un bioasseur qui ne posait pas de gros problèmes jusqu'à présent, mais on voit sa pression augmenter avec le temps. Une évolution du cadre réglementaire, donc on va vouloir mettre en place une action collective pour répondre à un changement de législation sur certaines molécules. Et en miroir avec cette évolution du cadre réglementaire, la motivation de réduire l'usage de produits phytosanitaires. Ces motivations ont été identifiées grâce aux entretiens. Un quatrième résultat est qu'on a identifié que 4 modes d'action du collectif existent et permettent la gestion de biomasseurs. Donc, quand je parle de mode d'action du collectif, on parle de familles d'actions qui permettent de rendre collective la gestion des biomasseurs. Donc on a par exemple le fait de former un collectif, de formaliser pardon, un collectif de gestion. Donc on va créer une structure juridique, on va créer une action au sein d'une structure existante pour mener les actions de gestion. Ensuite, on va mobiliser un matériel technique. Par exemple, on va créer un cahier des charges qui va influencer la gestion des biomasseurs des agriculteurs qui vont répondre au cahier des charges. On va utiliser un outil d'aide à la décision pour orienter les pratiques ou créer une solution agronomique. Ensuite, la troisième manière de rendre collective la gestion du biomasseur est le développement de connaissances qui peuvent être réalisées par l'expérimentation ou la circulation de connaissances déjà existantes. Et une quatrième manière de faire est de collectiviser tout ou partie de la mise en place des leviers agronomiques. Donc soit par une prise en charge collective de l'accompagnement, comme mentionné précédemment, soit par le fait de rendre collectif une phase de la mise en place du levier agronomique, soit au moment de la préparation de ce levier, comme par exemple réaliser des préparations non préoccupantes en groupe ou en synchronisant certaines pratiques à l'échelle territoriale, par exemple, du paysage. Les 3 prochains résultats ont émergé de la lecture de ce graphique qui identifie les leviers agronomiques des centres d'action collective relevés par le sondage et les modes d'action collectifs utilisés par chaque action collective. Donc rapidement, voilà, je vous ai présenté les différents modes d'action du collectif. Il y a aussi des familles de leviers agronomiques où on retrouve des actions sur le stock primaire du biomasseur, les stratégies d'évitement, donc éviter que les stades de sensibilité de la plante correspondent au stade nuisible du biomasseur, les stratégies d'atténuation, donc on va essayer de renforcer la physiologie de la plante pour qu'elle puisse mieux répondre au moment où la nuisibilité sera grande, et finalement des solutions de rattrapage qui vont intervenir si les 3 familles précédentes n'ont pas été suffisantes pour gérer la pression. Un premier résultat est que les familles de leviers agronomiques sont associées à la plupart des modes d'action du collectif. Et vous voyez avec les flèches orange, les familles de leviers agronomiques qui ne sont jamais associées avec le mode d'action matériel technique de type aide à la décision. Et les familles de leviers agronomiques associées sont les stratégies d'évitement et d'action sur le stock. Un 6e résultat est que certains modes d'action du collectif concernent toutes les familles de leviers agronomiques. Donc il n'y a pas de préférence a priori des collectifs sur la manière de rendre collectifs certains leviers. Ensuite, la diversité des leviers agronomiques testés a été observée comme plus importante dans des situations d'expérimentation non académique que dans des situations d'expérimentation académique. Le dernier résultat est celui que des critères d'évaluation ont pu être relevés euh, et sont utilisés par les acteurs pour juger de leurs activités. 7 ont été identifiés dans un volet agronomique et 7 pour un volet plus collectif. Donc, les critères utilisés pour le volet agronomique sont la mesure de la réduction de l'usage de produits phytosanitaires, la mesure de la diffusion des pratiques, la capacité de maintenir le changement de pratique dans le temps, la mesure de l'évolution de la pression dans le temps, la satisfaction des acteurs sur leur rendement, la dimension économique de la mise en place des pratiques, ainsi que la dimension sociale qui implique le changement de pratique. D'autres critères ont été identifiés pour le volet collectif. Les acteurs décident de regarder l'évolution du collectif, le degré d'engagement des acteurs, la satisfaction des acteurs, la diversité des acteurs, la capacité de l'action collective à changer les mentalités des acteurs impliqués, la capacité de l'action collective à faire monter les acteurs en connaissance et le degré d'activité de l'action collective.
Quelques points à présent de discussion pour terminer cette présentation. D'abord sur la méthode. On a observé quelques limites de notre questionnaire sur la qualité des données récoltées, car elles n'étaient pas très homogènes et on n'a pas pu voilà, contrôler comment les personnes répondaient au questionnaire. Et également, les initiatives, les actions collectives identifiées ont été décrites à un temps T. Alors qu'on sait que ces actions collectives peuvent évoluer. Les leviers agronomiques peuvent changer, les acteurs impliqués peuvent changer et les bioagresseurs visés peuvent aussi changer. Donc voilà. Pour une nouvelle diffusion, on s'est dit que ça aurait été intéressant de toucher les CUMA, donc les coopératives d'utilisation de matériel agricole, et des organismes professionnels, plus de type coopératif, car on sait il- donc on a identifié qu'il y avait beaucoup d'actions collectives mises en place par ces organismes professionnels. Ensuite, on a remarqué que les actions étaient souvent liées à la recherche au développement et il était difficile d'identifier ce qui vient vraiment des agriculteurs. Donc on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant dans une prochaine étude, que ce serait intéressant de mener une traque un peu plus territoriale près des acteurs, être immergé avec eux dans le réseau pour voir quelles actions peuvent émerger en dehors du spectre, entre guillemets, R&D. Quelques points maintenant sur les résultats. Euh, la typologie a masqué une certaine diversité des acteurs et le rôle des pépinières a été interrogé comme voilà, un type d'acteur intéressant pour voir ce qui se passe en termes d'action collective et, et également parce qu'il serait pertinent d'agir pour la gestion de certains bioagresseurs à cette échelle-là. Certains acteurs de l'accompagnement agricole ont un rôle important, comme on l'a dit, et il serait intéressant d'aller plus loin sur ce point. Sur les bioagresseurs, il a été intéressant de relever que les adventistes étaient très rarement mentionnés, alors même que la réduction d'herbicides implique une gestion de ces bioagresseurs. Donc, il semblerait que ce soit une limite du questionnaire. Euh, En ce qui concerne la classification qu'on a faite, donc de dire soit on a un bioagresseur, soit on en a plusieurs, on aurait pu faire d'autres types de classifications en parlant d'approche 1 à 1, des actions collectives pour les bioagresseurs ou de stratégies d'ensemble. Donc de dire voilà, on veut gérer un ensemble de bioagresseurs et pas juste un certain nombre de bioagresseurs. Je sais pas si je me fais comprendre. Et un dernier point, c'est une discussion sur quel a été l'intérêt pour la conception en agriculture d'ouvrir à d'autres types de cultures grâce à cette étude. Donc pour le côté action collective, il semblerait que l'étude ait été intéressante pour relever les manières de faire des différents acteurs. Et pour le côté levier agronomique, donc est-ce que des leviers utilisés en production animale ou en arboriculture sont intéressants pour la viticulture? Il semblerait qu'il faudrait approfondir chaque cas, en fait, parce que chaque bioagresseur a ses propres mécanismes épidémiologiques et que les analogies possibles euh, voilà, doivent faire l'objet d'analyses un peu plus approfondies qu'une vision d'ensemble euh, des actions collectives relevées. Donc voilà. Ah oui, et un dernier point de la discussion, je dépasse un petit peu, c'est une proposition de définition de ce qu'est une gestion collective de bioagresseurs. Donc la proposition est celle-là, donc qu'une gestion collective de bioagresseurs est une gestion de bioagresseurs où tout ou partie de la mise en place des leviers agronomiques est facilitée, orientée et ou directement réalisée par l'action concertée de plusieurs acteurs. Donc, quand on dit facilité, on entend que la gestion est facilitée par la mise en commun de différentes ressources, orientée car des décisions communes permettent que les agriculteurs agissent différemment que ce qu'ils auraient fait en étant tout seuls, entre guillemets. Et le troisième point, directement réalisé parce que il y a une dimension pratique de on va faire le levier ensemble, soit en amont ou en aval du levier. Donc voilà, ici vous avez une petite bibliographie si vous voulez approfondir et voir d'où viennent les différentes sources mobilisées durant la présentation, quelques crédits photographiques et merci pour votre attention et place à la discussion.